Chère Claire, c'est à vous. Merci beaucoup Anna, donc merci pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de faire cette conférence et de vous présenter un aspect de ma réflexion aujourd'hui. Et donc je dois dire juste pour commencer que c'est un travail que je suis en train de démarrer et donc je serais vraiment tout à fait curieuse d'avoir vos remarques, vos questions et de discuter avec vous de quelque chose qui pour le moment est vraiment un chantier. Comme je l'ai annoncé, je vais parler aujourd'hui de la question de la défiance en médecine. Et effectivement, ce terme est apparu enfin, c'est pas nouveau, mais en tout cas, il est apparu de manière particulièrement importante dans le contexte que nous connaissons de la crise sanitaire liée à la Covid. À tel point que certains intellectuels ont même parlé de manière métaphorique d'une épidémie de défiance. Alors, je ne sais pas si je peux... oui, voilà, j'ai la main sur le, d'une épidémie de défiance et même évoquer, donc Anna me demandait tout à l'heure si j'allais parler des variants, mais en tout cas évoquer les variants de la défiance. Donc j'ai mentionné ici plusieurs articles qui sont parus récemment, par exemple la tribune parue dans Le Monde du 8 septembre 2021, où plusieurs intellectuels écrivent que laisser croire que la défiance jaillit d'une source, pardon, que la confiance jaillit d'une source unique de compétences nourrit l'épidémie de défiance. À l'inverse, d'autres chercheurs mettent en doute la réalité du phénomène et le qualifient même de complainte. C'est le cas dans une tribune assez récente qui a été rédigée par Mathieu Cortel. Et puis, je voulais aussi faire référence à une enquête récente qui a été dirigée par un collègue qui est sociologue, Michel Dubois, sur les rapports entre la science et l'opinion. Enquête dans laquelle il pointe la tendance du discours ambiant à surreprésenter, je le cite, les opinions complotistes et les croyances irrationnelles du fait de leur caractère spectaculaire. Ça, c'est un article, un entretien qui est paru dans Le Monde du 17 novembre. Michel Dubois considère qu'il faudrait s'interroger sur les raisons qui conduisent les politiques à focaliser le débat sur cette notion, en faisant ainsi un terme assez vague et polémique. Donc c'est une amorce de travail d'analyse qui vise à révéler la complexité du phénomène désigné par ce terme, qui parfois peut s'apparenter à un lieu commun, que je souhaite ici débuter et vous proposer. Alors plusieurs choses m'ont frappée au moment où le terme a commencé à apparaître dans le contexte de la crise sanitaire. La première chose qui m'a frappée, c'est une certaine tendance à réduire la question de la défiance à la question du complotisme. Une tendance finalement à utiliser ce terme comme une étiquette permettant de mettre à l'intérieur d'une même catégorie des attitudes assez diverses. Donc ce qui m'a frappée, c'est un manque de précision du terme. Et par exemple, je me demande pourquoi on parle de défiance et pas simplement de méfiance. Juste pour donner un exemple, c'est pas tout à fait la même chose de dire, je prends juste quelques exemples, que l'Institut Pasteur a délibérément créé le virus de la Covid-19 afin de générer des profits pour les laboratoires, ou que c'est Bill Gates qui a piloté tout cela, c'est la thèse complotiste qui est au cœur du documentaire Hold Up. Ou bien deuxièmement, de critiquer la gestion politique de la crise sanitaire, ou encore troisièmement, de critiquer le fait que dans la lutte contre la pandémie, on a fait de la santé du corps une valeur qui devrait passer avant toutes les autres. Je ne reprends aucune de ces affirmations à mon compte, mais je donne juste quelques variantes de la manière dont cette défiance s'exprimerait. Donc ça, c'est la première chose qui m'a frappée, c'est le vague en fait dans la manière dont la notion est convoquée. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est la manière qui a retenu mon attention, c'est la manière dont la philosophie intervient dans le débat. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. D'abord, ce qu'on a pu constater, c'est une certaine instrumentalisation de figures philosophiques en histoire de la philosophie et en philosophie des sciences. À titre d'exemple, celle de Bacon, la figure de Bacon a été instrumentalisée, mais aussi la pensée de Feyerabend. Je vais revenir assez largement par la suite sur Bacon. Puisqu'évidemment, c'est un des auteurs sur lesquels je travaille, donc c'est aussi pour cette raison que je m'y intéresse. Donc ça, c'est une première chose, une certaine instrumentalisation de l'histoire de la philosophie et de la philosophie des sciences, mais on a aussi assisté à des interventions médiatiques de philosophes qui ont, me semble-t-il, participé à la défiance en minimisant la gravité de la pandémie, en dispensant des leçons de sagesse, ou encore en sortant de leur domaine de compétences par le biais d'affirmations péremptoires,
et de déclarations un petit peu dogmatiques qui peuvent prendre la forme de on exclut par principe tout lien entre les causes environnementales et la pandémie, ou à l'inverse, on refuse par principe de discuter de cette hypothèse. Troisième manière d'intervenir dans le débat, certains philosophes des sciences, je pense ici à Jean-Pierre Dupuy, ont déploré l'absence de formation scientifique et médicale des littéraires ou des philosophes. Je cite ici un article qui est paru dans le magazine Télérama, mais on retrouve ce propos dans l'ouvrage qu'il a fait paraître récemment, La catastrophe ou la vie. Ces intellectuels Covid-sceptiques sont exclusivement de formation littéraire, c'est un handicap. Donc évidemment, ce genre de phrase me fait un petit peu bondir, et ce reproche m'interpelle. D'abord, parce que j'aurais envie de répondre, a-t-on vraiment besoin d'être formé aux sciences et à la médecine pour intervenir dans ce débat ? Je ne vais pas développer ici ce point, mais je fais simplement référence au petit texte que Valérie Gérard a fait paraître récemment, Tracer des lignes, dans laquelle elle explique, elle revendique précisément le droit d'intervenir dans ce débat sans forcément avoir une formation scientifique, et justement en mobilisant la question de la confiance. Deuxième chose, on peut se demander ce qu'il advient dans la remarque que fait, dans le reproche qu'adresse Jean-Pierre Dupuy, ce qu'il advient de toute une tradition qui est celle des philosophes médecins, et puis au-delà de cette tradition, ce qu'il fait de la philosophie de la médecine. Enfin, j'aurais envie de répondre, pourquoi être de formation littéraire constituerait-il nécessairement un handicap? Est-ce que l'histoire des textes littéraires, médicaux, philosophiques, et même plus largement l'histoire de la pensée médicale, j'emprunte cette expression à Jackie Pigeot, ne donne pas des outils qui permettent d'analyser, de nourrir un regard critique sur le rapport que nous entretenons au savoir et aux pratiques médicales? Donc dans cette conférence, je voudrais proposer l'hypothèse suivante, et j'espère que nous pourrons en discuter. Il me semble que c'est peut-être moins une formation scientifique stricto sensu que l'on peut attendre du philosophe, qu'une certaine connaissance de l'histoire des sciences biologiques et médicales, et plus largement de l'histoire de la pensée médicale, expression par laquelle j'entends une pensée qui inclut les médecins, les philosophes, mais aussi précisément les hommes de lettres. Cette connaissance me semble indispensable, d'abord de manière négative, justement pour lutter contre des formes d'instrumentalisation de l'histoire de la philosophie des sciences, qui sert à certains médecins à revendiquer le fait de s'inscrire dans une tradition de l'humanisme en médecine et à se présenter d'une manière un peu trompeuse comme des médecins philosophes. Mais il me semble que cette approche peut aussi servir pour défendre de manière positive l'idée que la philosophie de la médecine peut avoir besoin de l'histoire des sciences médicales et qu'elle doit en tout cas s'appuyer sur une connaissance solide dans ce domaine, particulièrement lorsqu'il s'agit de retracer une histoire médico-philosophique de la défiance. Donc voilà comment je vais procéder. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, dire quelques mots de la défiance. Évidemment, ça sera très incomplet, mais simplement pour souligner la complexité du phénomène et la difficulté à réduire ce phénomène à une manifestation de l'irrationnel. Ensuite, je vais m'arrêter sur la manière dont la défiance pourrait être proposée comme une position raisonnable en philosophie de la médecine. Et là, je vais m'arrêter sur un concept qui a été théorisé récemment, celui de nihilisme médical, à partir de l'ouvrage de Jacob Stegenga. Et je vais m'intéresser plus particulièrement dans cet ouvrage à ce qu'il appelle une petite histoire du nihilisme médical. Et enfin, dans un dernier temps, je voudrais expliquer pourquoi cette histoire me semble peut-être un petit peu plus complexe que le tableau qu'en propose Stegenga dans son ouvrage, et comment on pourrait la mobiliser peut-être de cette manière plus complète pour interroger notre rapport au savoir médical. Alors, premier point, donc, la complexité du phénomène. J'ai mentionné un certain nombre d'articles pour commencer. Ici, je voudrais aussi renvoyer à une autre analyse parue au printemps dernier dans le journal Libération, qui est le résultat d'une enquête sociologique menée par Alexis Spire, qui affirme dans ce texte que la figure du médecin reste une référence à qui se fier. Alexis Spire est le coordinateur d'une enquête intitulée « La confiance dans les institutions étatiques et scientifiques »,
à l'épreuve du coronavirus. Et dans cette enquête, il souligne le décalage entre l'importance prise par les publications autour de la défiance en médecine et le nombre en réalité très peu important de personnes exprimant une réelle remise en cause de la capacité des scientifiques à trouver des solutions pour limiter la propagation du virus. Donc selon cet article et cette enquête, 80% des personnes interrogées se disent tout à fait confiantes par rapport à cet objectif. Donc à partir de là, on peut se demander si le phénomène est exagéré. Est-ce qu'on assiste à une mise en scène de la défiance? Il me semble qu'on peut poser plusieurs questions à partir de cet article. D'abord, on peut se demander si la défiance se concentrerait exclusivement sur la recherche médicale, sur la science médicale, en épargnant les soignants, donc selon une dichotomie entre recherche et soins. Deuxièmement, on peut se demander s'il est simplement question de se déterminer sur les capacités du savoir médical à surmonter la crise sanitaire. Est-ce que quand on utilise ce terme, on ne renvoie pas à des phénomènes plus complexes et est-ce que c'est seulement cela qui est en jeu? Et enfin, troisièmement, la troisième question qu'on peut se poser, c'est de savoir si le caractère inédit ou potentiellement inédit de la défiance à laquelle nous sommes confrontés tient uniquement à sa mise en scène médiatique. Bon, là, il y aurait toute une réflexion à mener et je n'aurai pas le temps de la développer pour savoir si que faire du rôle pris par Internet, par les réseaux sociaux, par toutes ces modalités nouvelles de diffusion de l'information que certains philosophes, et je pense ici en particulier au livre récemment paru de Pascal Angel, dans le manuel rationaliste de survie, considèrent comme le grand vecteur de l'irraison contemporaine. Donc en tout cas, tout cela m'amène à penser qu'il y a derrière ce terme un phénomène assez complexe à interroger et que cette notion se présente un petit peu comme un millefeuille avec une superposition de différents niveaux d'interrogation, qu'il faudrait aussi tenir compte des différents points de vue à partir desquels cette notion s'exprime. Et que cela suppose un travail d'analyse assez poussé que je n'aurai pas le temps aujourd'hui de mener. En tout cas, ce que je voudrais souligner juste pour aujourd'hui, c'est que, à première vue, parler de défiance pour caractériser aujourd'hui notre rapport à la médecine peut quand même sembler surprenant, car historiquement, c'est la notion de confiance qui a été mobilisée pour qualifier la nature de la relation qui s'établit entre un médecin et son patient. Et je renvoie ici en particulier à un ouvrage classique dans le domaine de l'éthique médicale, Les principes de l'éthique biomédicale de Beauchamp et Childress en 1979, qui souligne un fait assez paradoxal. Pendant des siècles, écrivent-ils, les professionnels de santé ont réussi à donner à la notion de confiance une place centrale, alors même qu'ils avaient beaucoup moins de traitements qu'aujourd'hui à proposer à leurs patients. Je voudrais aussi renvoyer à un texte plus tardif, des années 90, qui est issu de la réflexion qu'a proposée Jean Starobinski, à laquelle je vais faire souvent référence dans cette conférence, où il souligne en fait le même paradoxe, mais en se plaçant ici moins du côté de l'art ou de la pratique médicale que du côté de la médecine comme science. Donc le texte auquel je renvoie ici, c'est une conférence qui s'intitule Médecine et anti-médecine et qui est parue dans l'ouvrage Le corps et ses raisons, qui a été édité il y a à peu près un an par Martin Rueff. Donc je lis ici ce que dit Starobinski. Jamais la médecine scientifique n'a été en possession de pouvoirs aussi précis et aussi étendus. Elle dispose de moyens d'exploration et d'intervention toujours plus nombreux et plus sûrs. Et pourtant, dans le même temps, jamais la propagation des attitudes anti-médicales n'a été aussi forte. Si la défiance actuelle ne touche pas la relation entre médecin et patient, c'est donc qu'elle se concentrerait sur la recherche médicale. Donc en tout cas, si on suit ici le propos de Starobinski. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce passage de la confiance à la défiance? Pour le faire, on peut revenir à l'histoire des sciences et peut-être l'histoire aussi des épidémies, et en particulier renvoyer à l'histoire d'une autre pandémie qui est celle du sida. En effet, l'épidémie de sida s'est accompagnée d'énormément de controverses et cette question d'une perte de confiance dans les institutions médicales a été aussi très importante au moment de l'apparition et du développement de cette épidémie. Donc je voudrais ici renvoyer en particulier aux travaux de Nicolas Daudier,
dans ses leçons sur l'épidémie de sida en 2003, dans lequel il retrace le passage de ce qu'il appelle donc la médecine clinique au XIXe siècle, qui était fondée sur l'expérience que le médecin se forgeait au lit du malade, associée justement à des valeurs de respect de la confidentialité, d'une forme de compassion individualisée. Donc passage de cette médecine clinique à une médecine thérapeutique au XXe siècle, associée à une médecine d'épreuve et concomitante de l'apparition d'un grand nombre d'intermédiaires entre le médecin et le patient. Les pharmacologues, les physiologistes, les médecins statisticiens, les agents de l'administration, les laboratoires pharmaceutiques. Ce passage s'est accompagné d'un ensemble de procédures de contrôle avec l'homologation des médicaments, les essais cliniques randomisés, la réglementation des expérimentations, mais aussi d'une forme de juridicisation de l'éthique, particulièrement dans le domaine de la recherche médicale. Donc, la description de ce type d'évolution est une manière d'expliquer le passage de la confiance à la défiance et finalement l'avènement d'une forme de défiance qui a pour objet les modalités mêmes de la recherche et du progrès en médecine. Cette défiance s'est accompagnée d'une reconfiguration des frontières entre experts et profanes et aussi d'une valorisation du malade actif avec le modèle de la participation qui aujourd'hui est beaucoup discuté, mais aussi d'un accroissement de tensions autour de l'espace public de la science. Ces tensions peuvent se manifester par la tendance à la dramatisation dans la diffusion du savoir médical et par une priorité donnée aux informations alarmantes ou à ce que Nicolas Daudier appelle des informations chaudes, en particulier justement les variants. Elles peuvent aussi se traduire par des controverses et par un clivage de plus en plus fort entre, d'un côté, une médecine définie comme scientifique et interventionniste, qui s'appuie sur la méthode des essais cliniques et le recours aux preuves, et de l'autre, une médecine plus dissidente, plus hétérodoxe, qui se place du côté de la défense des patients, qui va donner la priorité aux soins et qui va justement critiquer les intermédiaires, qu'ils soient institutionnels ou méthodologiques. Je cite ici très rapidement le propos pour illustrer cela de Didier Raoult dans l'un de ses ouvrages, la confiance que tout un chacun pourrait avoir dans la médecine en observant tout simplement ce dont elle est capable. Donc à partir de là, ce que je voudrais souligner, c'est que la défiance n'est pas quelque chose que l'on peut réduire à l'ignorance du savoir médical. Elle est liée d'une part à une évolution des modalités même de constitution du savoir médical, qui s'accompagne de la multiplication des intermédiaires entre médecins et patients, mais aussi d'une spécialisation et d'une intervention d'une pluralité d'acteurs sur la scène publique. D'autre part, elle suppose qu'on prétende savoir quelque chose. On ne peut pas se défier si on est dans une position totale d'ignorance. Je me défie quand je remets en question le savoir qu'un autre prétend posséder, et je le fais au nom d'une position épistémique qui peut être celle d'une croyance entendue ici au sens de ce que je considère comme un savoir subjectivement suffisant. Enfin, et ce niveau est peut-être moins facile à apercevoir, la défiance en médecine peut conduire à interroger la valeur que l'on entend donner à la santé et le rôle qu'on assigne à la médecine dans cet objectif de rechercher la santé. Elle peut donc conduire à interroger positivement le rapport entre et l'articulation entre différentes parties de la médecine et la place qu'on souhaite accorder à une médecine d'intervention par rapport, par exemple, à une médecine préventive. Alors, j'en viens à mon second point, qui va consister à demander si il faut voir dans la défiance un choix qui irait vers l'irrationnel ou si on peut défendre l'idée qu'il y aurait quelque chose de rationnel, voire de raisonnable dans la défiance. Alors, j'ai cité tout à l'heure les propos de Jean Starobinski sur l'antimédecine et je voudrais revenir un petit peu sur cet article qui explique la prolifération donc, de ce qu'il appelle l'antimédecine en convoquant plusieurs facteurs. Le premier de ces facteurs, c'est, nous dit Starobinski, l'attente toujours déçue des hommes relativement au pouvoir attribué aux médecins. Cette attente, dit-il, est toujours déçue parce que la médecine, aussi scientifique soit-elle, ne peut promettre aux hommes de les guérir et encore moins de mettre la mort en échec. Starobinski relève dans ce texte le rôle de la technicisation croissante de la médecine dans la genèse d'un certain malaise autour d'elle. À l'instar de la technique, je le cite, la médecine peut apparaître comme une entreprise démesurée, difficilement maîtrisable par ceux-là même qui l'ont développée.
La multiplication des instruments techniques conduit au soupçon d'une surmédicalisation et d'une surveillance médicale qui sont perçus comme des menaces pour la liberté individuelle. Et si cette protestation peut constituer un motif valable de défiance, le besoin de croire, qui conduit certains à préférer les remèdes miracles ou les herbes merveilleuses à la médecine scientifique, exprimerait de son côté une option pour l'irrationnel, je cite ici Starobinsky, une option pour l'irrationnel d'autant plus obstinée qu'elle est immotivable. Mais la question que je voudrais poser, c'est peut-on réduire la défiance à cette anti-médecine analysée ici par Starobinsky? Et surtout, quel que soit le nom qu'on lui donne, peut-on toujours la considérer comme une manifestation de l'irrationnel? Autrement dit, ce que je voudrais demander, c'est est-ce qu'il est possible de voir dans la défiance une position non seulement rationnelle, mais même raisonnable, sans pour autant faire l'apologie de l'antimédecine? Alors, il me semble que c'est un peu la thèse que défend le philosophe contemporain de la médecine Jacob Steganga dans l'ouvrage donc Medical Nihilism, paru en 2018 et traduit en 2020, je crois, par Maëlle Lemoine. Partant du constat que les progrès de la médecine moderne sont stupéfiants, je le cite, il remarque qu'elle induit chez les patients une grande confiance dans ses produits, ses praticiens et ses institutions. Plus les interventions médicales sont innovantes et plus cette confiance est grande. Pourtant, Steganga défend dans cet ouvrage la thèse selon laquelle nous devrions avoir peu confiance, je le cite, en l'efficacité des interventions médicales. Il plaide en outre pour le caractère raisonnable de ce positionnement. Autrement dit, il entend distinguer la thèse du nihilisme médical des idées adoptées par, je le cite, des gens qui promeuvent des mouvements dangereux, comme les campagnes anti-vaccins, ou qui proposent des alternatives sans aucune plausibilité, comme l'homéopathie. Donc, il ne s'agit ici ni de s'inscrire dans une opposition religieuse à certaines pratiques médicales, ni dans des mouvements de médecine holistique et alternative. Steganga répond aussi par avance à ceux qui objecteraient que sa thèse viendrait philosophiquement fonder une défiance généralisée à l'égard de la médecine, en affirmant qu'il n'y a aucun autre endroit au monde où il préférerait être soigné après un accident sérieux que dans une unité de soins intensifs. Autrement dit, le nihilisme médical n'est pas un scepticisme. Il ne s'agit pas de douter de la possibilité de connaître le fonctionnement du corps humain et encore moins les causes des maladies. Il s'agit de s'interroger plus précisément sur le caractère objectif des fondements à partir desquels la médecine présente la santé comme un bien en soi et l'élimination des maladies comme la plus haute valeur qu'elle soit à même de poursuivre. Le choix du terme nihilisme oriente le lecteur vers une position qu'il qualifie d'ailleurs lui-même d'existentielle. Il s'agirait avec cette notion d'interroger la valeur assignée à la médecine dans nos sociétés, ou plutôt, dit-il, la tendance à réduire cette valeur à la dimension interventionniste et thérapeutique de la médecine. Ce qui ne signifie pas que la médecine n'aurait aucune valeur, mais que sa valeur peut tenir à autre chose qu'à sa capacité à intervenir et à guérir. Donc, le nihilisme médical pourrait constituer une forme rationnelle et même raisonnable de défiance en ce sens. Cette position est défendue par Steganga à partir d'un dispositif épistémologique assez technique qui convoque la théorie bayésienne de la probabilité. Ce n'est pas sur cet aspect de son argumentation que je vais m'arrêter. Ce qui m'intéresse ici, c'est la petite histoire du nihilisme médical, je le cite, qu'il propose au début de son ouvrage et le rôle qu'elle joue dans son argumentation. L'idée est ici de dire que cette position qu'il défend a une histoire et qu'il y a une forme d'atemporalité de la défiance en médecine. Alors, si je reprends maintenant rapidement le survol qu'il opère concernant cette histoire du nihilisme médical, on peut en gros distinguer 3 périodes. La première période qu'il repère, c'est le 19e siècle. C'est le moment où les médecins eux-mêmes introduisent cette notion de nihilisme à travers l'idée d'un nihilisme thérapeutique. Et ici, il renvoie en particulier à l'ouvrage du médecin et professeur à Harvard Jacob Bigelow, qui défend l'idée que la plupart des maladies sont auto-limitées. Autrement dit, que le cours des maladies est déterminé par la nature et qui ne peut être influencé par les interventions médicales. Ce courant du nihilisme médical, je vous ai mis ici une assez longue citation, évidemment que je ne prendrai pas le temps de lire,
Ce n'est pas détaillé vraiment dans l'argumentation de Steganga, mais voilà, on peut trouver cet ouvrage assez facilement. Ce courant du nihilisme médical se manifeste dans le même temps dans certains pays d'Europe à travers la critique des succès de la médecine clinique et de l'essor en particulier de l'anatomopathologie, un type de médecine qui est accusé de faire passer le savoir et la recherche sur les causes avant la guérison et le soulagement des malades. La seconde période qui est mieux connue, c'est le XXe siècle, où, après la grande confiance suscitée par la découverte des antibiotiques et de l'insuline des années 20 aux années 50, les 2 décennies suivantes donnent lieu à une critique du développement technologique, de l'autorité des institutions médicales et des effets du capitalisme sur la gestion entre guillemets de la santé. Ici, Steganga renvoie en particulier à l'ouvrage d'Ivan Illich, La Némésis médicale, dans lequel il défend l'idée que la médecine moderne rend plus de gens malades qu'elle n'en guérit. Alors, ce ne sont pas toutefois ces 2 périodes que Steganga convoque pour justifier la thèse qu'il défend, à savoir l'idée d'une pertinence actuelle du nihilisme médical. Il défend cette thèse en répondant à une objection, et c'est cela qui va m'intéresser ici. Cette objection consiste à dire que si l'on tient compte des progrès de l'evidence-based medicine, alors les arguments des nihilistes se ramènent en réalité à une thèse sur l'histoire de la médecine, qui ne tiendrait pas compte de l'évolution du savoir et des techniques médicales. C'est donc pour répondre à cette objection que Steganga fait appel à une histoire plus ancienne de la tradition médico-philosophique, qui part d'Hippocrate pour aller jusqu'à la période moderne. Il y a de véritables motifs qui sont donc en partie indépendants du contexte historique dans lequel ils ont été formulés et qui font du nihilisme médical une position non seulement rationnelle, mais raisonnable. Alors, ça m'amène à mon dernier point et à me demander quel peut être l'apport de l'histoire de la tradition médico-philosophique à la philosophie de la médecine. Les 2 périodes de l'histoire de la tradition médico-philosophique que convoque Steganga de la manière la plus massive pour justifier sa thèse sont d'une part l'Antiquité, Hippocrate et le principe de la vis medicatrice naturae, qu'on retrouve d'une manière un petit peu déformée dans le propos que j'ai mentionné tout à l'heure de Bigelow. Et deuxièmement, la période moderne, à travers le corpus des pièces de théâtre, Shakespeare, Molière, etc., et celui de la réflexion philosophique sur la médecine, à l'intérieur duquel on va trouver des auteurs comme Bacon, Montaigne ou Descartes. Alors la question que je voudrais poser ici est la suivante. L'usage que fait Steganga de l'histoire de la tradition médico-philosophique n'a-t-elle pas pour effet de ramener le nihilisme médical à ce que Jean Starobinski nomme l'antimédecine, et donc finalement à une forme banale de défiance? Ce qui conduirait finalement à ramener le nihilisme médical à une défense de l'irrationnel en médecine, au lieu d'en faire une attitude rationnelle vis-à-vis de la médecine scientifique contemporaine. Ce point me semble important parce que certains des auteurs et des arguments que mobilise Steganga se trouvent justement aussi sous la plume de ceux qu'on peut placer dans la catégorie de la défiance irrationnelle à l'égard de la médecine. J'ai mentionné tout à l'heure les propos de Didier Raoult. Autrement dit, il me semble que l'argumentation de Steganga aurait besoin d'être plus solidement étayée d'un point de vue historique, et il me semble qu'elle peut l'être pour éviter justement ce type d'instrumentalisation. Alors, je vais revenir rapidement sur l'usage qu'il fait d'Hippocrate, et puis ensuite j'en viendrai plus précisément à la période moderne. Il est assez intéressant de voir comment il convoque le corpus hippocratique pour critiquer la tendance de la médecine scientifique actuelle à promettre ce qu'il appelle des balles magiques, c'est-à-dire des traitements totalement efficaces et sans aucun effet secondaire, en oubliant donc que le cours de la plupart des maladies est déterminé par leur nature et que ce cours ne peut pas être influencé par les interventions médicales. Je cite ici le texte de Steganga à partir de la traduction de Maël Lemoine. Hippocrate, père symbolique de la médecine occidentale, reconnaissait à quel point la médecine de son temps était inefficace et on lui attribue le dicton « ne rien faire est aussi un bon remède ». Je ne vais pas ici m'arrêter en détail sur cette référence, mais je remarquerai simplement qu'elle relève d'une interprétation bien plus tardive de la pensée d'Hippocrate et du serment, le primum non nocere, qui ne se trouve pas en tant que tel dans les textes du corpus hippocratique.
Je remarquerai aussi qu'elle relève plutôt d'une forme de néo-hippocratisme qu'on trouve bien plus tard, par exemple dans la pensée du médecin anglais Sydenham, qui a théorisé l'idée d'un pouvoir guérisseur de la nature. Ce pouvoir, Sydenham le soulignait, présupposait néanmoins un travail d'histoire naturelle et d'observation active du cours des maladies. En passant, c'est aussi chez cet auteur, Sydenham, que l'on trouve l'expression d'un pessimisme épistémologique très fort quant à la capacité de la médecine à parvenir à accéder à la connaissance des causes des maladies. Troisième remarque, Stegenga omet de mentionner une autre partie du corpus hippocratique, en particulier un texte comme celui de Maladies sacrées, qui s'oppose aux explications magiques des maladies, particulièrement au sujet de l'épilepsie, donc de ce qu'on appellerait aujourd'hui des maladies de l'esprit, des maladies qui relèvent de la psychiatrie, et au fait de les rapporter à des causes surnaturelles. L'intérêt d'un texte comme Maladies sacrées, c'est qu'on y voit justement comment l'art médical a dû, dès l'origine, défendre sa légitimité comme art pour répondre à des adversaires qui ironisaient sur les insuccès de la médecine. D'ailleurs, c'est un texte que mobilise Starobinski pour justement définir ce qu'il appelle l'anti-médecine et pour dire que sera anti-médical tout appel à des forces que la raison ne maîtrise pas. Donc, il ne va pas de soi de se référer à Hippocrate pour critiquer l'interventionnisme en médecine et pour défendre le ne rien faire ou laisser faire la nature. Un texte comme Maladies sacrées défend la nécessité d'une approche rationnelle des maladies et la recherche active de causes naturelles pour pouvoir proposer des traitements efficaces. On pourrait évidemment convoquer d'autres textes dans le corpus hippocratique, mais alors il faudrait plutôt aller voir du côté de l'ancienne médecine et de la défense de la tradition diététique qui justement fait appel à l'expérience pour lutter contre les discours trop spéculatifs. Donc on pourrait aller voir par exemple du côté du traité sur l'alimentation. Alors je laisse maintenant de côté cette première période de l'histoire pour m'intéresser plus précisément à la période moderne, qui est la seconde référence qui est mobilisée dans l'argumentation de Jacob Stegenga. Si je résume le propos de Stegenga, on trouve des formes d'expression philosophique du nihilisme médical, à la fois chez des auteurs sceptiques comme Montaigne dans les Essais, chez des empiristes, par exemple Bacon dans Du progrès du savoir, et chez des philosophes rationalistes comme Descartes dans le discours de la méthode. Alors, j'ai mentionné ici, entre les pages 50 et 52 de la traduction, les passages dans lesquels il fait référence à ces trois auteurs. Alors, je ne vais pas lire en détail ces citations, mais je voudrais faire ici deux remarques sur les références à ces trois auteurs. Première remarque, Stegenga place tous ces philosophes dans la même catégorie du nihilisme médical, aussi bien Montaigne que Descartes ou Bacon. Cela me paraît problématique car ces trois auteurs expriment chacun des positions bien spécifiques par rapport à la question de la connaissance médicale et des prétentions de la médecine au titre de science, ainsi qu'au sujet des méthodes qui permettraient à la médecine d'effectuer des progrès. Affirmer que dans plusieurs de ses essais, Montaigne a professé le nihilisme médical, c'est, me semble-t-il, confondre premièrement l'interrogation sceptique sur les modalités et la possibilité ou non d'un accès à la vérité en médecine, avec deuxièmement la critique de l'inefficacité thérapeutique. Mettre Descartes à l'intérieur de la même catégorie que Montaigne et Bacon est tout aussi problématique puisque Descartes exprime justement une grande confiance dans la capacité des hommes à faire de la médecine une connaissance certaine, fondée sur l'investigation des causes des maladies, même si cet objectif ne lui semble pas tenu par la médecine de son temps. Alors, deuxième remarque, pour Stegenga, il y a bien une différence de degré entre le nihilisme médical qui s'exprime à l'époque moderne et le sien. Ce qu'il explique, c'est que le nihilisme médical de l'époque moderne incriminerait prioritairement la compétence des médecins, en mettant parfois même en cause leur bienveillance, donc leur moralité, alors que le sien porterait sur deux points plus précis. Petit a, les interventions médicales et les méthodes de recherche employées pour étudier ces interventions. Donc ici, c'est une dimension plutôt épistémologique de cette mise en cause. Et aussi petit b, sur l'idée que la plus haute valeur de la médecine tiendrait dans sa capacité à éliminer les symptômes des maladies et à rétablir la santé. Donc ce qui correspond plutôt à la dimension
existentielle ou normative de cette réflexion sur la santé. Alors, ce que je voudrais ici essayer de montrer, c'est que en distinguant ainsi ces deux types de nihilisme, il me semble qu'il propose une vision qui est un petit peu simplificatrice de ce que les philosophes modernes ont à dire de la médecine. Et il me semble par conséquent que la manière dont il distingue historiquement ces deux manifestations du nihilisme médical ne tient pas vraiment. Alors, je vais m'arrêter ici essentiellement sur le premier point pour interroger ce qui constituerait le principal motif de la défiance chez les philosophes modernes, à savoir me demander donc si cette défiance consiste simplement à dénoncer l'ignorance ou l'incompétence des médecins. Donc pour répondre à cette question, il est important de repartir du contexte dans lequel la critique de la médecine se déploie à l'époque moderne. Ce contexte, c'est celui d'un examen critique du savoir transmis depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Donc si j'en reviens à cette dénonciation de l'ignorance et de l'incompétence des médecins, c'est tout à fait juste. On peut trouver de nombreux passages chez les auteurs qui sont mentionnés par Stegenga dans lesquels cette ignorance est pointée. Descartes dans sa correspondance, Shakespeare dans ses pièces de théâtre, Molière aussi. Tous se moquent de l'ignorance des médecins. Il est aussi vrai que Bacon dénonce les charlatans et les empiriques qui promettent des panacées universelles et qu'il constate que les imposteurs auront toujours plus de succès que les médecins, précisément en raison des attentes et des espoirs démesurés que les hommes placent dans la médecine. Mais pour autant, il me semble qu'on ne peut pas ramener leur réflexion sur la question du progrès en médecine et sur son utilité à cette remise en cause de la compétence des médecins. Donc je reviens ici sur le cadre je vais m'arrêter plus précisément sur l'exemple de Bacon pour rappeler dans quel cadre sa critique de la médecine s'intègre. Ce cadre, c'est celui d'une réflexion sur le progrès et l'avancement du savoir. Bacon s'interroge sur les raisons de l'absence de progrès du savoir. Donc il ne se contente pas de dire au sujet de la médecine est une science dont on a fait profession plus qu'on ne l'a travaillée, ou bien on y trouve beaucoup de répétitions mais bien peu d'additions. Ce constat s'insère dans une réflexion beaucoup plus large sur les reproches adressés au savoir et sur ce qu'il appelle le discrédit qui s'attache à la connaissance. Ce discrédit, nous dit-il, prend la forme d'une ignorance déguisée. Cette ignorance, nous dit-il, est déguisée de différentes manières. Tantôt, elle prend la forme du zèle et de la jalousie des hommes d'Église. Tantôt, elle prend la forme de la sévérité et de l'outrecuidance des politiques. Tantôt, enfin, elle prend la forme des errances et des imperfections des doctes eux-mêmes, des savants eux-mêmes. Alors, à partir de là, je fais deux remarques. D'abord, je remarque que les critiques adressées au savoir et le discrédit qui le touche ne traduisent pas nécessairement un défaut réel de savoir. Elles sont surtout le signe de reproches qui révèlent une méconnaissance concernant ce qui rend possible une véritable connaissance et ce qui en constitue la valeur. Par ailleurs, Bacon relie ses critiques à des affects comme le zèle, la jalousie, la sévérité, l'outrecuidance, affects qui se traduisent par une tendance à prétendre qu'on sait mieux que les autres et particulièrement qu'on sait mieux que ceux qui se consacrent au savoir. Voilà, ce sont des points, il me semble, qui sont importants. Deuxième remarque, il distingue des critiques extérieures au savoir et des critiques intérieures qui viennent des savants eux-mêmes. Je commence par les premières. Donc, quels sont les motifs externes de discrédit ou de défiance, si je prends le terme actuel, relatifs au savoir ? On peut, nous dit-il, se défier du savoir parce qu'on considère que le savoir va nous conduire à nous détourner de Dieu et tomber dans le péché de curiosité. On peut s'en défier parce qu'on considère qu'il empêcherait les citoyens d'accomplir leurs devoirs en les rendant trop précautionneux et trop indécis. Donc, le discrédit peut avoir des motifs religieux et politiques. Alors, si j'applique maintenant cette analyse à la médecine, on pourrait dire que le pouvoir d'intervention de la médecine peut être perçu par les autorités et par les institutions religieuses comme une menace. Alors, c'est particulièrement visible concernant le domaine religieux, et d'ailleurs, c'est une des objections auxquelles Bacon doit répondre dans ce texte, où précisément le fait de traiter de la question de la santé en philosophie peut être perçu comme
peut s'attirer un soupçon d'athéisme, et où à l'inverse, on peut vouloir présenter la souffrance du Christ, par exemple, comme un modèle pour penser le rapport aux maladies. Si j'en viens maintenant plus précisément à l'application de cette réflexion sur les motifs externes de critique et que je l'applique à la question politique, il me semble que l'analyse pourrait être prise en considération pour interroger dans certaines circonstances une certaine ambivalence du pouvoir à l'égard du savoir médical. Prenons par exemple la question de l'attitude du pouvoir à l'égard de la recherche, une question qui est au cœur de l'analyse de Bacon à travers la question qu'il pose dans Du progrès et de l'avancement du savoir, du financement de la recherche par le pouvoir royal, c'est quand même une question d'une grande actualité. Un pouvoir qui considère que trop de savoir conduit les citoyens à se détourner des affaires ou qu'elle nuirait à l'engagement civique, un tel pouvoir ne donnera pas de moyens pour financer la recherche. Donc, si je retourne les choses maintenant pour en tirer des enseignements positifs, il pourrait être important de prendre en compte la manière dont le pouvoir évalue les effets que peut avoir l'accès au savoir au sein de la population, au lieu de se focaliser uniquement sur l'ignorance du peuple. Ce qui est intéressant dans l'analyse de Bacon, c'est qu'il nous dit, finalement, il y a une ignorance déguisée qui ne vient pas simplement du peuple, mais qui vient aussi de ceux qui adressent des critiques au savoir. Alors, j'en viens maintenant aux critiques internes. Dans son analyse, Bacon accorde une place importante aux motifs de disgrâce ou de discrédit qui viennent du savoir lui-même. Il appelle ça les errances ou les imperfections des doctes eux-mêmes. Dans cette catégorie, il s'arrête plus particulièrement sur le vice qui est pour lui le plus grave, qui a trait à la tromperie et à la fausseté, que ce soit, nous dit-il, sous la forme d'une tromperie délibérée ou de la crédulité, ces deux formes de fausseté s'alimentant mutuellement, comme le montre l'exemple des rumeurs. Donc c'est intéressant parce que les rumeurs, c'est aussi quelque chose qui caractérise beaucoup les épidémies. Celui qui croit facilement les bruits, donc je cite Bacon, les amplifie aussi facilement et leur ajoute quelque chose de son cru. Lorsque Bacon cherche un exemple de crédulité ou de facilité à admettre ou à recevoir des propos mal établis, de faible garantie, il prend l'exemple de l'histoire naturelle. C'est un genre très en vogue depuis l'histoire naturelle de Pline jusqu'au texte de Cardan à la Renaissance. Ces écrits, nous dit-il, sont pleins de matériaux fabuleux dont une grande partie n'a pas été soumise à une épreuve quelconque, ou pire encore, qui est notoirement fausse. Et à l'inverse, il loue Aristote qui, lui, a bien distingué au sein de l'histoire naturelle ce qui fait l'objet d'une vérité manifeste, et de l'autre côté, les sujets dont la crédibilité est douteuse. Et il loue aussi Aristote pour ne pas avoir passé sous silence les phénomènes rares et les récits qui semblent incroyables. Donc, si je résume, Bacon s'intéresse moins aux raisons qui pourraient conduire le peuple à se défier du savoir qu'à celles qui sont internes au savoir lui-même, à la manière dont ce savoir, parfois faux, non vérifié, se propage en véhiculant des rumeurs, à la manière dont il peut se constituer aussi comme science en départageant le douteux du manifeste. Ce passage sur l'histoire naturelle est particulièrement important parce qu'il indique que pour Bacon, la tâche du savant n'est pas de mettre à l'écart ni de passer sous silence les faits qui peuvent sembler extraordinaires ou incroyables. Au contraire, elle consiste à donner les moyens au lecteur de les observer, de les repérer et de bien distinguer les faits qui de leur côté, ont été mis à l'épreuve et ont fait l'objet d'une vérification. Alors j'en viens maintenant, je suis un petit peu en retard, j'en viens maintenant au développement plus spécifique qu'il consacre à la médecine, qui, encore une fois, ne peut pas se ramener à une mise en cause de l'inefficacité thérapeutique de la médecine de son temps. Ce reproche a souvent été adressé à Bacon. Il aurait manqué les grandes découvertes scientifiques de son temps, que ce soit dans le domaine de l'astronomie ou de la médecine, en particulier la découverte de la circulation sanguine. Ce reproche est évidemment en partie fondé, mais il témoigne aussi d'une lecture rétrospective qui méconnaît le plan d'analyse auquel il situe son analyse. Il se situe plutôt. En effet, son propos ne concerne pas véritablement les découvertes positives de la médecine. Il porte sur ce que l'on peut attendre de la médecine au titre d'un savoir qui, nous dit-il, concerne l'homme tout entier, envisagé dans toute sa complexité, comme or, comme esprit et comme interaction entre un corps et un esprit. La médecine fait partie pour Bacon de la philosophie de l'homme, elle a trait à ce qu'il appelle le troisième rayon de la connaissance de l'homme,
le radius reflexus par lequel l'homme se regarde et se considère en tant qu'il a un corps, mais aussi des passions qui agissent sur ce corps. La médecine fait partie aussi des savoirs qui permettent d'interroger la finalité ultime et dernière de la connaissance, cette finalité s'incarnant pour Bacon dans une conjonction qui devrait être plus étroite entre l'étude et l'action, conjonction qui permettrait au savoir de fructifier et d'apporter aux hommes un réconfort. Autrement dit, ce qui retient son attention, ce n'est pas tant l'ignorance des médecins, ni leur incompétence, ni même le défaut des thérapies. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord de savoir, premièrement, comment la médecine pourrait progresser, et deuxièmement, de déterminer à quelles conditions on peut considérer la santé ou la prolongation de la vie comme des biens ou comme des valeurs. Alors, c'est ce qui m'amène au second point que j'ai annoncé. La réflexion donc sur ce qui constituerait les deux aspects du nihilisme médical contemporain, sur les méthodes conduisant à des interventions d'une part et la discussion d'autre part sur la valeur de la santé. Ces deux types de réflexions sont-ils propres à ce que Steganga appelle la version contemporaine du nihilisme médical, ou bien est-ce que c'est là un trait commun par rapport au type de réflexion qu'on peut trouver à l'époque moderne ? Je laisserai ici de côté le premier aspect, le premier pan de cette définition du nihilisme, les méthodes qui conduisent à des interventions, en signalant simplement que cette question correspond à un débat très important qui a traversé toute l'époque moderne en médecine et en philosophie, autour de ce qu'on appelle la methodus medendi, autour de la question du choix d'une méthode en médecine, autour de la question des hypothèses pour expliquer les maladies et pour proposer des traitements. Et je remarquerai juste en passant que les auteurs qui instrumentalisent, les médecins qui instrumentalisent l'histoire de la philosophie font très mal leur choix, parce qu'ils pourraient trouver dans ces discussions des arguments, mais pas chez les auteurs chez lesquels ils les cherchent. Donc je vais m'arrêter ici sur le second point, à savoir la discussion sur la valeur de la santé et l'interrogation sur l'équivalence que l'on pourrait poser entre santé et guérison. Le point particulièrement saillant du développement que Bacon consacre à la médecine dans Du Progrès tient, c'est assez connu, à l'attention qu'il accorde à la question de l'incurabilité des maladies. Bacon déplore en particulier le fait que la recherche concernant les maladies incurables soit délaissée. La question en fait qu'il pose dans ce texte célèbre que j'ai mis ici dans le PowerPoint consiste à demander si le fait de rencontrer un obstacle du point de vue du savoir ou de la pratique médicale constitue ou non un motif valable pour ne pas intervenir. Autrement dit, le domaine d'intervention en médecine se limite-t-il à chercher à rétablir la santé, et que pouvons-nous faire lorsque la guérison ne peut pas être espérée ? On connaît ici la réponse de Bacon qui considère que le fait de chercher à atténuer la douleur fait partie intégrante du soin médical, y compris lorsque cette atténuation de la douleur ne permet pas de viser la guérison. Donc la valeur de la médecine ne s'évalue pas seulement à l'aune du critère de la guérison, elle s'évalue aussi à l'aune de sa capacité à atténuer la douleur ou à procurer un certain bien-être. L'analyse ici de l'absence de progrès en médecine s'accompagne par ailleurs d'une attention, d'une incitation à être plus attentif à l'histoire naturelle des maladies, à leurs différentes formes, à leur extrême variété, une démarche qui rejoint l'attention hippocratique à l'histoire des cas et qui doit permettre, selon Bacon, à la médecine de faire varier les modes de guérison. Cette histoire doit aussi, selon Bacon, inclure les attentes, les croyances et même les préjugés. Ainsi, par exemple, dans son Histoire naturelle, la Silva Silvarum, qui est parue de manière posthume en 1626, Bacon accorde-t-il une grande attention à la magie et à la manière dont les hommes croient au pouvoir de l'imagination dans le pouvoir de guérison. Il n'écarte pas, il ne passe pas sous silence les observations rapportées, quand bien même elles sont extrêmement, pourrions-nous dire, abracadabrantes, autour des vertus curatives de certains remèdes. Je vous passe le détail, mais par exemple la couenne de lard pour guérir les verrues. Il ne passe pas sous silence ces observations, il les rapporte et il propose de les mettre à l'épreuve par le biais d'essais comparés. Autrement dit, il propose de soumettre les croyances populaires relatives au corps et à la santé à un processus de vérification expérimentale.
De manière plus générale, je crois qu'il y a réellement un motif qui permet de rapprocher des philosophes qui ont des positions aussi différentes que Bacon, Descartes, en tout cas pour m'en tenir à ces deux exemples, à l'égard de ce qu'on peut attendre du savoir médical, mais que ce motif ne tient pas à la dénonciation de l'ignorance ou de l'incompétence des médecins. Pour moi, ce motif est plutôt lié à la manière dont ces auteurs questionnent la variété des rapports que l'on peut avoir à la santé, et aussi à la manière dont ils montrent qu'on ne peut pas réduire la question de la guérison à celle de l'efficacité thérapeutique. Il y a en particulier une réflexion importante chez Descartes comme chez Bacon sur le rôle que l'on pourrait donner à d'autres parties de la médecine, en particulier à la médecine diététique, à l'hygiène, dans la prévention des maladies et dans la mise en place d'un régime qui ne s'attacherait pas seulement au corps, mais aussi à l'esprit. Je voudrais ici renvoyer par exemple à l'essai de Bacon sur le régime de la santé, dans lequel il interroge les bénéfices comparés du recours aux médicaments ou au régime lorsque l'on est en bonne santé ou lorsqu'on est malade. Habituer son corps à trop de remèdes ou au contraire ne jamais l'habituer à en prendre quand on est en bonne santé risque, nous dit Bacon, d'annuler leurs effets thérapeutiques au moment où on en aura besoin, donc quand on sera malade. D'où l'intérêt des régimes qui permettent de se conserver en santé en prenant en considération de manière plus large les habitudes de vie, les activités que l'on pratique, l'alimentation, le sommeil et même les passions, régimes qui vont permettre d'agir sur le corps, de le modifier sans le troubler. Cette valorisation de la partie diététique de la médecine le conduit à valoriser une forme de sagesse individuelle du corps qui, dit-il, dépasse les règles de la médecine. On va trouver aussi chez Descartes, dans l'entretien en particulier avec Burman, mais aussi dans sa correspondance, cette idée d'une médecine de soi qui consiste à écouter notre nature ou notre instinct. Alors, je n'aurai pas le temps de mentionner ces textes qui sont assez connus, mais je voudrais simplement ici renvoyer à la réflexion et à l'analyse que Claude Romano a proposée de ces différents textes de Descartes, en insistant sur le fait que la nature à laquelle il est fait ici référence, c'est la nature, c'est en réalité chaque homme en tant que corps et âme, en tant que composé substantiel, et il a bien montré que l'appel à une médecine de soi ne signifiait pas que l'on se détournait du projet d'une médecine rationnelle, ni de la recherche des causes des maladies. Cet appel vise simplement à ne pas réduire la santé à la réparation du corps envisagée uniquement à partir du modèle de la machine. Il vise à rappeler que c'est en tant qu'il est à la fois corps et âme que le corps humain constitue un objet médical particulièrement remarquable. Essayer de comprendre cette coexistence, par exemple chez Descartes, entre une médecine scientifique, une médecine psychosomatique et une médecine de soi, sans y voir le signe d'une contradiction, c'est se donner les moyens de faire apparaître une réflexion sur ce qui définit la valeur de la santé pour les hommes, mais aussi sur les places respectives du médecin, de la technique, de l'art, de la nature et du patient dans cette recherche de la santé. C'est donc interroger une complémentarité possible entre le projet d'une médecine scientifique qui est fondée sur la connaissance des causes, qui vise l'efficacité thérapeutique, et celui d'une médecine plus centrée sur le sentiment du patient, une forme de savoir qui est plus attentive à l'individualité de l'objet à connaître et à la dimension existentielle des maladies. Alors évidemment, on comprend qu'à une époque où on ne possédait ni les méthodes de diagnostic clinique, ni les techniques d'imagerie médicale, où l'on ne disposait d'aucun traitement efficace contre la plupart des maladies infectieuses, cette réflexion sur une médecine diététique attentive à tout ce qui entoure le corps, aux interactions psychosomatiques, on comprend que cette médecine se soit développée. Est-ce une raison pour considérer que cette réflexion ne serait plus pertinente aujourd'hui ? Je répondrai que la période à laquelle je viens de faire référence, donc la période moderne, est aussi une époque de découverte médicale importante, donc qui n'a pas empêché cette réflexion de se développer. Mais je répondrai surtout en soulignant le fait que l'intérêt de revenir à cette période de l'histoire tient sans doute à autre chose. Elle tient, me semble-t-il, au fait que la réflexion sur la santé n'est ici pas dissociée d'un projet qu'on pourrait qualifier d'éthique. Justin Smith a utilisé la notion de démonisme médical pour caractériser ce qu'il appelle la tradition médico-philosophique moderne, en montrant justement que donner une place importante aux habitudes corporelles de vie, au régime,
C'est voir dans la recherche de la santé et de la longévité quelque chose qui permet aussi de rechercher une vie bonne ou accomplie. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'on ne peut pas se contenter de lire les propos critiques des modernes comme une forme de défiance relative à l'efficacité thérapeutique de la médecine de leur temps. En revanche, il me semble qu'on peut y trouver des éléments pour réfléchir de manière positive à notre manière de définir ce qui fait la valeur de la santé, en tenant compte de la manière dont nos attentes à l'égard du savoir médical ont évolué dans le temps. Autrement dit, je crois qu'une lecture plus attentive de ce que les philosophes ont pu dire de la médecine par le passé, loin de contredire la thèse de Stegenga, pourrait permettre de l'étayer, d'abord en identifiant mieux ce qu'il y a de pérenne ou de toujours actuel dans la critique des prétentions thérapeutiques de la médecine, ensuite en évitant de réduire le discours sur le régime ou la médecine de soi à un éloge de l'antimédecine. Alors, je conclus maintenant. J'ai commencé en évoquant les effets négatifs de la mise en scène ou de l'instrumentalisation de la notion de défiance. Je pense que différents types d'approches peuvent être mobilisés pour se prémunir contre ce type d'instrumentalisation. La sociologie des sciences, l'anthropologie médicale, la philosophie des sciences. Je crois aussi que le déplacement géographique et les approches en termes de global health permettent d'interroger différents types de rapports au savoir médical et aux pratiques médicales et de prendre un certain recul par rapport aux images et aux mises en scène et à tous les récits autour de la défiance. J'ai l'impression que cette notion a quelque chose à voir avec la notion d'enthousiasme de manière inversée, qui est une notion sur laquelle je me suis pas mal arrêtée par le passé. C'est un peu son envers, en quelque sorte. Elle mobilise, je l'ai souligné à certains moments, des affects qui se propagent au sein de la société. Elle se présente comme un phénomène communicatif et c'est peut-être la raison pour laquelle elle peut se transformer en mythe. Et c'est précisément pour cette raison qu'il me semble qu'une approche historique est importante. Jean Starobinski cite dans un autre article du volume que j'ai mentionné qui s'intitule « Les deux faces de Janus », les propos de l'historien de la médecine Oswey Temkin dans l'ouvrage « The Double Face of Janus », dans lequel justement il défend l'idée d'une utilité de l'histoire médicale pour la médecine, et dans lequel il affirme que « Where history is lacking, mythology takes its place ». Donc, ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est comment l'histoire de la tradition médico-philosophique peut peut-être nous aider à nous éloigner par rapport à une tendance qu'on peut avoir à être focalisé sur les questions brûlantes. Certes, la médecine d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle dont parle Bacon, mais il me semble que sa réflexion peut nous aider à comprendre comment se construit notre rapport au savoir médical, comment se construisent nos attentes et comment naissent nos critiques. La connaissance de cette tradition, mais aussi la connaissance de l'histoire des maladies et des épidémies, peut être utile pour comprendre comment ce récit autour de la défiance s'est progressivement transformé en un discours mythologique. Parler en permanence de défiance empêche peut-être d'interroger la complexité des processus à l'œuvre dans ce qui nous fait accepter ou au contraire nous méfier d'une avancée du savoir ou d'une découverte. C'est peut-être finalement nous empêcher de prendre la mesure de ce que Bacon appelait les impediments of knowledge, donc tout ce qui vient faire obstacle à la connaissance, ces obstacles venant de l'extérieur mais aussi de l'intérieur du savoir. J'ai pris aujourd'hui l'exemple de l'analyse baconienne de l'absence de progrès en médecine pour montrer qu'elle s'associe à une réflexion plus large sur ce qui fait la valeur de la santé et sur la manière de penser l'homme tout entier. Je n'ai pas pris cet exemple au hasard car Bacon a fait l'objet d'une instrumentalisation particulière pendant la crise sanitaire qui m'a particulièrement agacée, je dois le dire, étant justement dans le même temps en train de travailler sur la traduction en particulier de la Silvarum et sur d'autres textes de Bacon. Un résumé succinct et erroné du Novum Organum a été mobilisé pour cautionner l'idée qu'il suffirait à un savant d'observer la nature de manière pure et neutre sans faire d'hypothèse pour pouvoir produire des connaissances. On a fait appel à l'empirisme baconien pour défendre l'idée que les informations directement délivrées par les sens suffiraient pour le savant qui collecte et qui produit un savoir utile.
Or, justement, ce que montre l'analyse de Bacon, c'est que l'observation n'est jamais neutre et que le savant qui observe la nature ou le médecin qui observe une maladie ou une pandémie le font aussi à partir de leurs propres croyances, à partir de celles de leurs patients, en composant avec ce que les autorités religieuses et politiques attendent ou redoutent d'eux. À ce titre, je crois que la défiance fait partie de ce avec quoi tout savant doit composer. Elle indique qu'un savant ne part jamais de rien, qu'il doit composer avec des formes de savoir admises, préexistantes, sous forme de différentes couches, de différentes strates qui se sédimentent et qu'il convient de mettre à l'épreuve sans les occulter. Alors, d'une certaine manière, cette conclusion est peut-être une bonne nouvelle. Elle signifie que le processus de connaissance est par définition collectif et qu'il ne peut pas reposer sur le génie prétendument rationnel d'un seul individu qui lutterait tout seul contre le fléau de l'ignorance. Il me semble donc qu'accepter de ne pas réduire la défiance à une position irrationnelle, complotiste ou marginale pourrait être une manière pour la médecine scientifique contemporaine de réinvestir des objets et des domaines qui sinon risquent d'être accaparés par l'antimédecine. Voilà, j'ai fini. Merci infiniment Claire pour cette présentation vraiment tout à fait intéressante. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris autant de notes lors d'un séminaire en ligne, puisque j'ai 1 milliard de questions, donc évidemment, je vais les poser. En revanche, cher public, je vous ouvre la possibilité de réactiver vous-même le son et c'est le moment où vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser la petite patte virtuelle qui se trouve en bas de l'écran à droite pour signaler votre volonté d'intervenir. Donc, c'est à vous, même si donc je ne vois pas des pattes, vous me connaissez, je vais monopoliser la parole puisque, ok, je vais commencer par quelque chose qui, moi, m'a frappé au début et à la fin de votre intervention. Donc, évidemment, la partie historique, elle est fascinante. J'ai appris plein de choses. Mais quand vous prenez vos distances avec Jean-Pierre Dupuy, qui regrette donc notamment l'ignorance du grand public, etc. L'ignorance du grand public, c'est une chose, mais je ne sais pas, j'avais l'impression que vous n'avez pas parlé d'un fait qui est réel, qui est délicat à écarter, à savoir l'ignorance des journalistes et la manière dont les médias décident de parler de certaines choses. Et là, dans cette ignorance, il y a un problème de l'absence de la conscience, des connaissances scientifiques. Évidemment, on a besoin de cette dimension anthropologique et philosophique dont vous parlez, ça, c'est tout à fait convaincant et c'est formidable. Mais je vais juste prendre un exemple. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc, dans le contexte du vaccin en France, et de nouveau la question nationale, dans cette défiance ou dans cette méfiance à l'égard des objets médicaux, la question nationale est cruciale. Les raisons pour lesquelles les Français se sont méfiés de vaccins sont des raisons tout à fait différentes des raisons pour lesquelles les Bulgares, les Roumains et les Polonais aujourd'hui se méfient des vaccins. Donc, ok, je reviendrai à cela. Mais ce qui s'est passé en France tout au long de l'année 2020, à partir du mois d'avril, c'était un discours journalistique extrêmement cynique, ou cynico-méfiant et cynico-pessimiste, je ne sais pas, où dès qu'il y avait des nouvelles qui apparaissaient au sujet des nouveaux vaccins, des travaux sur les vaccins, notamment d'Angleterre, ces nouvelles ont été très souvent tout simplement écartées avec un sourire ironique en disant « Ouais, qu'est-ce qu'ils croient, ces Anglais? Nous savons tous que les vaccins, ça se fait au moins pendant 5-10 ans et encore, il faudrait prouver leur efficacité. » Là, cette phrase qui a été répétée à outrance dans les médias, elle s'est enregistrée dans la tête des gens. Et comme vous le savez, on était 2020, à l'automne 2020, quand il y avait des sondages concernant la confiance vaccinale partout dans le monde, les Français étaient parmi les pires. Déjà, les Français sont... bon, c'est une autre histoire, mais il y avait une réelle méfiance à l'égard du futur vaccin. Et cette méfiance était due à une mauvaise information scientifique, concrètement
identifiable parce que ce que les Français ne savaient pas, me semble-t-il, les journalistes, pardon, ne savaient pas, me semble-t-il, scientifiquement pour les coups, c'est qu'il y avait à ce moment de l'histoire un travail tout à fait formidable mené depuis plus de 10 ans sur de nouveaux vaccins, sur de nouvelles stratégies vaccinales. Le travail qui a été annoncé dans les rapports de l'Organisation mondiale de la santé dès 2009, et c'était omniprésent. Mais il aurait fallu qu'il en sache davantage. Donc là, j'avais l'impression que ce moment dans la relation entre les Français et les vaccins contre le Covid, j'utilise le ici pour des raisons idéologiques diverses, et j'y tiens, et donc le rapport entre les Français et les Covid a été déterminé par l'ignorance scientifique des journalistes. Qu'en pensez-vous? Mhm. Alors, merci pour votre question. Dans le propos de Jean-Pierre Dupuy, moi j'ai surtout été frappée par la manière dont il pointait les interventions médiatiques des philosophes, hein. À juste titre, hein, d'ailleurs, parce qu'effectivement, ils ne se sont pas forcément distingués par leur prudence. Et du coup, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment ce point-là, c'est-à-dire, c'était un peu le point de départ de la proposition que je vous ai faite. Comment se fait-il que finalement, la philosophie de la médecine ou l'histoire des sciences médicales soit si peu présente, même si bien sûr, elle était présente, mais plus à travers des blogs. Plein de collègues ont fait des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, Maëlle Lemoine avait fait toute une série de webinaires autour de la pandémie, des questions épistémologiques posées aussi par la pandémie. Mais après, la question, c'est pourquoi est-ce que finalement, sur les plateaux de télévision ou dans les journaux, enfin dans les journaux, on trouve un petit peu plus des échos de ces analyses et de ces enquêtes comme celles auxquelles j'ai fait référence au début, en particulier en sociologie. Mais pour le reste, finalement, ça reste assez invisible. Donc pourquoi il y a une ignorance de l'information médicale, mais il y a aussi une ignorance de la réflexion vraiment poussée qu'on peut avoir sur ces questions, sur un plan éthique, sur un plan épistémologique. J'ai pas de réponse à pourquoi. Enfin, tout ce que je sais, si vous voulez, là, pour mener ce travail, j'essaye de le faire vraiment en passant du temps à discuter avec des médecins qui travaillent dans des services de parasitologie, qui sont infectiologues, dans le périmètre de mon université. Et ce qu'ils me disent de la manière dont ça se passe quand ils sont invités sur les plateaux de télévision et de la manière dont leurs analyses et leurs discours sont ensuite retranscrits, coupés, parfois même censurés, n'est pas très rassurante. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, il y a quand même toujours cette tendance à chercher l'information la plus chaude, qui va faire le buzz, mais pas forcément à évoquer des questions dont on n'a pas forcément envie de débattre ou qui vont pas dans le sens de ce qu'on a envie de faire passer comme message. Donc c'est pour ça que je l'ai pas développé, mais quand j'ai dit au début que j'ai été particulièrement intéressée par la réflexion de Pascal Angel dans son ouvrage assez récent, là, Manuel rationaliste de survie. Il y a tout un chapitre sur la vérité à l'ère du numérique. Ça me semble une question vraiment à intégrer dans une enquête sur la défiance parce que effectivement, soit on peut se dire, bah alors, donc de toute façon, on a des outils qui tendent à faire en sorte qu'il n'y a plus de vérité, on ne peut plus distinguer le vrai du faux, etc. Soit de toute façon, on tient compte du fait que on doit composer avec ces outils de communication et du coup, on essaye peut-être de réfléchir à des formes de communication, d'autres manières d'informer qui permettraient de contrer ces effets pervers. Mais voilà, c'est compliqué. Mm, mm. Que ce soit compliqué, c'est certain. Mais tout comme évidemment, je suis d'accord avec vous, avec Pascal Angel, comme souvent sur la place du numérique, moi je pense hélas que les journalistes officiels ont échoué dans la première période de la pandémie largement. Et là, j'ai vraiment plusieurs citations en tête. J'ai écrit un petit texte dessus, mais c'est juste pour dire, si j'ai posé cette question, c'est vraiment parce que je pense que la question de l'ignorance scientifique doit être, l'ignorance scientifique à proprement parler, doit être gardée au même niveau que la question
de l'ignorance de l'histoire Oui, 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 bien sûr. Oui, 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 non, mais ça, oui, oui, bien sûr, oui, ça va de soi. Mais de toute façon, le problème aussi, je pense, dans la manière dont l'information est communiquée, c'est le fait que tout le monde est mis sur un même plan. Donc, c'est extrêmement difficile pour le public de distinguer, de faire la part entre la parole de scientifiques qui sont vraiment sérieux et la parole de scientifiques qui ne le sont pas tout à fait. Donc voilà, il y a une responsabilité effectivement des journalistes, mais le problème c'est que même certaines autorités scientifiques vraiment reconnues, légitimes, etc., ont dit des choses qui parfois se sont avérées fausses. Donc ça c'est encore une autre... À quoi pensez-vous, à part évidemment le docteur que vous avez cité et qui a quand même, dont on avait des très très bonnes raisons de se méfier très rapidement, et pourtant il a eu la une de Libération, la une du Monde. Mhm. Il y a quand même un échec médiatique majeur autour de ces personnages, non? Oui, mais je pense ici, plus précisément vraiment à la manière, alors pas, dont enfin certaines déclarations, de, chercheurs à l'INSERM, enfin, au tout début en fait, hein, où il y a pu avoir un manque de prudence, dans ce qui a été dit, dans la question de, quelle est l'efficacité des gestes barrières, du recours au masque, etc. C'est vrai, il y Il avait y a eu quand même, même des gens, voilà, qui sont, vraiment reconnus et cetera. Des choses, qui étaient en fait fausses. Donc il y a ça et puis il y a d'autre part le fait que sur certaines questions, il y a un refus de discuter de certaines questions, de considérer que certaines questions ne doivent pas être posées, comme par exemple, la question de l'origine des virus qui, voilà, qui peut donner lieu à des publications du type, c'est une question, cette question n'a pas à être posée. Et ça, typiquement, c'est une manière de mettre de côté un débat et de l'écarter en considérant qu'il n'est pas légitime. Et ça vient de l'intérieur même de la science médicale. Donc c'est ça c'est là-dessus que j'essayais d'attirer l'attention, c'est sur le fait qu'il y a aussi des obstacles, à mon avis, qui sont internes. Il y a des obstacles externes, bien sûr, mais il y a aussi des obstacles internes. Vous pensez donc que le refus de poser la question des origines du virus, ça venait Euh, oui, ça venait de l'envie tout simplement de refuser les questions qui se sont posées dans la sphère de l'Internet, des théories des complots, etc. Parce que c'est Bah, là où... c'est-à-dire Voilà, que dès qu'on pose cette question, on est ramené à une position complotiste. c'est ça. Poser cette question, c'est être un complotiste, alors qu'en réalité, la question mérite d'être posée, en fait. Donc, Voilà, l'Organisation mondiale de la santé, effectivement, a admis ça quand même il y a quelques mois. Donc, ouais. en essayant d'y aller, c'était pas franchement un succès. Donc, oui, oui, tout à fait. Mais Donc voilà, donc c'est plus cette espèce de tendance un peu dogmatique dans la manière de s'exprimer qui peut conduire à finalement ramener toute interrogation à une position complotiste qui me semble poser problème. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit chez moi parce qu'il y a mes enfants qui sont en train de rentrer. Et du coup, aucun souci. Mais du coup, j'en profite juste pour vous poser une autre question à propos euh, de la légitimité. Oui, euh, non, moi, j'ai pas envie de vous embêter tout le temps avec les mêmes questions, mais j'ai vraiment l'impression que, outre l'apport nécessaire des disciplines dont vous parlez, donc l'anthropologie, etc., de la philosophie, l'histoire des sciences, il y a quand même, par exemple, aussi la question plus scientifique, pas juste des résultats scientifiques à proprement parler, mais la question de savoir quelle est la particularité de la méthodologie de l'art médical. Vous avez utilisé cette notion, je ne sais pas si vous utilisez la notion de l'art médical pour parler de la médecine contemporaine. Moi, je l'utilise de toute évidence, mais médecine comme techné, non pas comme une science. Donc, d'une part de cela, mais aussi la méthodologie des sciences de la vie en général. J'ai mm, l'impression que, si j'avais une vie en parallèle, dans une de mes vies parallèles, j'aurais adoré écrire un livre vraiment sur la question de la certitude et donc de la méfiance exagérée vis-à-vis de tout un ensemble de phénomènes du monde qui est lié au fait que les gens
ont été éduqués à la certitude et à la connaissance scientifique selon les modèles mathématiques et physiques. Hmm. Parce que c'était ça les sciences paradigmatiques, puisqu'elles sont certaines, élégantes, belles, etc. Et là, évidemment, je ne sais pas si Carlos est encore là. Oui, Carlos est avec nous. Et Carlos, on sait quelque chose puisqu'il a travaillé notamment sur la manière dont certains ont essayé de conceptualiser les cancers et les gènes du cancer, les oncogènes. Et cette idée de la réponse à l'ensemble des maladies cancéreuses à travers d'un seul gène élégant qui explique Hmm, tout, hmm, hmm. c'est évidemment quelque chose qui témoigne de ces formatages qu'a les grands Ouais, publics par des ouais. sciences exactes. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant comme remarque. Ça fait partie des chantiers auxquels je dois m'atteler, c'est-à-dire cette question. Je pense qu'effectivement, il faut vraiment avoir une réflexion sur le statut de la certitude en médecine, parce qu'il y a toute une réflexion autour de l'incertitude en médecine. Si on pense par exemple à Cabanis, à des auteurs comme ça, c'est extrêmement important. Et en même temps, ce qui est assez drôle, c'est que justement, les médecins auxquels j'ai fait référence qui ont instrumentalisé, l'histoire de la philosophie ou des sciences, ils vont toujours chercher, des empiristes pour dire que voilà heu, pour donner une certaine image qui les arrange de la médecine. Mais, à la même époque, il y a aussi, des médecins, des philosophes naturels qui défendent l'idée qu'on peut parvenir en médecine à une certitude aussi, forte, que celle qu'on vise dans le domaine, mathématique. Enfin, qui sont vraiment des médecins rationalistes. Donc il y a vraiment un débat sur ces questions-là, sur, quel type de rationalité on peut viser en médecine, comment composer avec l'incertitude. Et je pense que ça fait vraiment partie du problème, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la défiance, elle vient aussi du fait que on attend toujours trop de la médecine, où on attend une très grande certitude sans prendre la mesure de la complexité des questions en fait auxquelles on est confronté, et sans prendre aussi la mesure du fait qu'on est face à un savoir qui est constamment en train de se modifier, de se réviser. Alors du coup, on entend ah oui, mais ils disent une chose et leur contraire et son contraire le lendemain. Mais en réalité, ça fait partie du processus d'auto-vérification permanent de n'importe quel discours scientifique, d'être capable de réviser ce qui a été montré, de le remettre en question. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est important d'avoir une réflexion, comme vous le dites, sur la méthodologie, sur les méthodes. Mais je pense que avoir recours à l'histoire, c'est aussi montrer que cette réflexion-là, elle est vraiment extrêmement ancienne en fait. Enfin, il y a des débats depuis très longtemps sur quel type de certitude on peut viser en médecine, et pourquoi justement on a affaire à quelque chose de très complexe, et pour des objets d'une complexité telle que n'importe quel discours qui se présenterait comme certain devrait d'emblée être considéré comme suspect finalement. Donc d'une certaine manière, c'est pour ça que de manière un peu provocante, je voulais dire que la défiance pouvait être une attitude rationnelle, parce que euh, pas la défiance au sens du complotisme, hein, mais la défiance au sens d'être prudent, d'examiner ce qu'on avance, de le soumettre à l'examen. C'est vraiment ça. D'accord, non, c'est super intéressant. Donc, à partir de la semaine prochaine, on commence les projets d'un volume collectif ensemble. On va demander à Mathias Jurel de se joindre à nous parce qu'il s'intéresse beaucoup à la certitude dans d'autres domaines et ça va être parfait. Très bien. J'ai plusieurs questions. Je fais une erreur dans les paramètres. Apparemment, les paramètres par défaut étaient tels que les questions m'étaient adressées à moi personnellement. Donc, Béatrice voulait savoir, est-ce que la population était prête à entendre que les scientifiques ne savaient pas? Ça, c'est une très bonne question. Expliquer que la recherche est en train de se faire était inaudible. Aujourd'hui, on veut des vérités rassurantes. La question c'est, est-ce qu'à l'époque moderne, la population était prête à ça? C'est ça? Bah, notamment dans le contexte du Covid. Est-ce que les gens Ah, étaient prêts à ah, entendre? Bah, écoutez, on ne sait pas. ah, ah oui, non, je pense que non. Non, je pense que la population n'était pas prête à entendre, je ne sais pas.
Non. Mm, 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 mm. Mais voilà, enfin, euh, D'accord. Donc, c'est aussi, mais ça fait partie, donc, de cette réponse, c'est fait en prolongement de la réponse que vous venez de donner, c'est-à-dire, c'est que les gens ne savent pas gérer l'incertitude, hein. C'est pour ça qu'on a inventé les divinités aussi, hein, parce qu'on a... oui, c'est ça. Oui, et puis, d'ailleurs, oui, c'est intéressant de voir que dans son dernier ouvrage, là, l'ouvrage de Pierre Rosan Vallon, justement, là, sur les épreuves de la vie, il distingue différents types d'épreuves, donc des épreuves individuelles, les épreuves collectives, et la dernière catégorie d'épreuves, c'est les épreuves de l'incertitude, justement, D'accord. à l'intérieur de laquelle il met la pandémie, mais aussi le changement climatique, les conflits géopolitiques, etc. Donc l'incertitude, c'est quelque chose qui est très compliqué à supporter en fait, hein. On en est tous, je crois qu'on en est tous témoins parce que même je crois si on est sincère, tous autour de ce Zoom, c'est très concrètement, c'est quand même un événement qui fait que on a beaucoup de mal à se projeter, à prévoir un déplacement, à se dire dans 2 mois je vais aller à tel endroit. Donc en fait, tout le monde a du mal à composer avec l'incertitude parce que c'est pas juste une incertitude sur un plan scientifique, c'est une incertitude qui a des effets au quotidien sur notre vie. Donc je crois que si on est un petit peu honnête, Mm, on a mm, tous du mal avec cette incertitude en fait. mm, 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 mm. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, je comprends pas ce que je fais avec le chat. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas de façon générale. Quoi qu'il en soit, cher Olivier, c'est à vous. Posez votre question vocalement, comme ça va être plus simple. Et ensuite, il y a une question de Gaël. Olivier, est-ce que vous pouvez vous démuter? Normalement, c'est bon. OK, en attendant, Gaël, est-ce que tu veux bien te poser ta Oui, question? merci Anna. Alors, vous l'avez évoqué dans l'introduction et un peu au cours de votre exposé. Et j'aurais beaucoup aimé vous entendre davantage sur la position qui existe là face à la pandémie du Covid, justement, consistant à penser que la santé n'est pas nécessairement la plus haute valeur et Mm. que le primat de la santé comme valeur peut s'opposer à la valeur de la vie elle-même. Mm. Et est-ce que pour vous, ça fait partie de ce que vous appelez la défiance vis-à-vis de la médecine? Et si oui, comment est-ce que vous le situez par rapport à l'histoire que vous avez fait de cette défiance et des différents niveaux et types de défiance? Oui, merci. Alors c'est une question difficile, hein. Euh, En fait, j'ai pas forcément toutes les réponses à votre question, mais ça fait vraiment, enfin, je pense que c'est vraiment important, c'est une question importante. Euh, je suis assez gênée par le fait d'opposer un sens humain de la vie à un sens biologique de la vie. C'est-à-dire, je suis assez gênée par le discours consiste à dire Mm. on s'est préoccupé uniquement de préserver la vie nue, hein, la vie dans sa dimension biologique en délaissant la vie dans sa dimension humaine, parce qu'il me semble que cette opposition n'est pas vraiment tenable en fait. C'est-à-dire que en réalité, c'est quand même une opposition qui part de l'idée que le vivant humain aurait une place à part au sein de la création, enfin, au sein de l'univers. Enfin, et il me semble que c'est justement la pandémie remet en question cette idée-là, puisqu'on voit très bien que ce qui affecte le vivant humain, ce qui affecte l'animal affecte aussi l'homme, que ce qui se passe dans l'écosystème affecte aussi la santé humaine. Donc j'aime pas trop cette manière de poser la question. Et pour moi, effectivement, j'ai un peu tendance à considérer que ça fait partie de la défiance au sens où Stegenga parle d'une dimension existentielle de la défiance, c'est-à-dire Mm. finalement questionner la valeur de la santé. Alors pour autant, ce que j'ai essayé de dire, c'est que ça me semble important d'avoir cette réflexion sur quelle place on accorde en tout cas, quelle place on accorde, enfin, est-ce qu'on peut discuter du fait que le but de la médecine, ça serait simplement enfin simplement, c'est déjà pas mal, hein, de rétablir la santé, de procurer la santé, mais dans ce cas-là,
Comment dire, ce qui me paraît intéressant à réfléchir, c'est au fait qu'il y a sans doute différentes manières de parvenir à cet objectif, et ça, on peut en discuter, Mhm. mais sans forcément opposer le biologique et l'humain. Au contraire, je crois plutôt en essayant de montrer qu'il y a différentes facettes dans la médecine, et des facettes de la médecine qu'on a peut-être un peu laissées de côté, dans lesquelles justement l'humain et le biologique sont complètement intriqués en fait, sont pas Oui. dissociables. Donc par exemple, dans la tradition des régimes, bah, qui est quand même aujourd'hui ce qu'on retrouve à travers toute la préoccupation autour de la place à donner à la médecine préventive et à des techniques préventives dont on voit qu'elles sont extrêmement importantes hein, pour la pandémie. Bah, on s'est remis à parler de l'air, de l'aération, etc. Et en fait, cette réflexion-là, elle est présente depuis l'Antiquité et elle permet de dire énormément de choses sur la dimension sociale et collective d'une maladie, sur le rapport entre les maladies et l'habitat. Et tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes à prendre en considération et qui mêlent le naturel et l'humain, en fait. C'est indissociable. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais oui, oui, c'est vraiment, je pense, que c'est un point très important. Oui, si, si, ça a parfaitement répondu à ma question. Vous en faites bien une dimension de Oui, la défiance. oui, oui, oui. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Gaël. Cher Olivier, c'est à vous. Ah, m'entendez-vous? Oui, je vous entends. Ah, très bien. Oui, en fait, en vous écoutant, j'en reviens toujours à la même question de fond. Il y a défiance que si la médecine prouve sa scientificité initiale. Or, à l'heure actuelle, la prédictibilité en médecine n'existe quasiment pas. Les modélisations systémiques des organismes globaux en tant qu'organismes unitaires n'existent pas, à l'exception de systèmes macroscopiques minuscules. C'est-à-dire que même au niveau d'un virus, on n'a pas de modélisation au niveau du déterminisme génétique, ni au niveau du déterminisme fonctionnel des virus, pas plus qu'au niveau des organismes d'une certaine complexité. En fait, on retombe sur les mêmes questionnements qu'on a quand on fait de la modélisation de systèmes complexes en informatique. À partir du moment où on a une complexité qui est au moins celle de l'arithmétique, faire de la prédictibilité de comportement nécessite d'avoir au moins une description complète du langage qui sous-tend la description de l'organisme. Or, la description génétique à l'heure actuelle ne permet même pas d'avoir une distinction du gène élémentaire, ce qui pose tout de même un problème sur l'interprétation de la causalité. À partir de ce moment-là, on peut parler de la médecine comme d'un art et comme d'un art du temps des Grecs, c'est-à-dire qu'en fait, on doit observer les phénomènes de manière extérieure à la discipline sans pouvoir réellement les critiquer de l'intérieur. Dans ces conditions, critiquer les oppositions qu'on a pu observer depuis 2 ans, c'est simplement faire observation métascientifique et non scientifique interne à la médecine, si elle Mhm. était scientifique. Mhm. Si on reprend les expériences par exemple, de Galilée, il est beaucoup plus simple de faire des mesures à partir de ses propres mesures, en dériver des manques de corrélation. Dans le cas présent, c'est très difficile. Un macrovirus, par exemple, le comportement des macrovirus déjà a été étudié que depuis 20 ans, on va dire, et reste encore un mystère à part entière, hein. On peut dire que les macrovirus sont quasiment aussi peu connus que les champignons à l'heure actuelle. On n'a aucune définition de causalité physique. On a des liens avec la chimie et encore, au niveau physique, la biologie reste, des organismes macroscopiques en tout cas, restent encore un mystère. Donc les comportements, les modélisations des comportements est tout à fait
est tout à fait utopique à l'heure actuelle. Les comportements les seules modélisations qui sont réellement réalisées le sont sur des organes particuliers comme le cœur. Par exemple, à l'INRIA, on a des modélisations du cœur qui sont effectives à condition d'oublier toutes les interactions du cœur avec le reste de l'organisme, et en particulier avec le cerveau. Même le tronc cérébral, en interaction avec le cœur, est tout à fait inconnu. À l'heure actuelle, on sait qu'on observe des comportements de transmission de l'information entre le cerveau et le cœur qui sont macroscopiquement bien observés, mais qui sont complètement inconnus au niveau du langage des transmissions de l'information. Oui, Donc, alors j'entends bien ce que vous nous dites. Mais en fait, je suis peut-être pas d'accord avec la prémisse parce que vous êtes parti en disant il n'y a de défiance que si la médecine est en état de démontrer sa scientificité sur ces questions. Mais est-ce que vous croyez vraiment, enfin, comment dire, la défiance qui s'exprime, et d'ailleurs Anna y a fait référence au début, elle a des sources qui peuvent être économiques, sociales, culturelles. Elle peut en fait servir à... Enfin, elle peut finalement exprimer quelque chose qui relève du sentiment d'une injustice, d'être abandonnée. Enfin, je pense par exemple ici particulièrement à ce qui se passe en Guadeloupe, où on voit que en réalité, c'est pas tellement les connaissances médicales sur le vaccin qui sont contestées, mais c'est plutôt une certaine manière d'imposer une politique ou de gérer les relations entre la métropole et les DOM, etc. Donc en fait, essayer d'analyser la défiance, c'est aussi essayer d'analyser tout ce qui vient se greffer dans les attentes à l'égard de la médecine ou les non-attentes, la manière dont le pouvoir politique présente des mesures sanitaires à la population. Donc finalement, je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une critique qui est une critique qui porterait sur finalement le caractère scientifique ou non scientifique de la médecine. On est plutôt dans un effort pour essayer de comprendre euh, tout ce qui vient, toutes les représentations qui entourent finalement le savoir médical. Et justement, il me semble que ce qui est vraiment essentiel dans ces représentations, c'est le fait que peut-être il y a un quiproquo qui tient au fait que on oublie que la médecine est un art, d'abord avant tout un art, qu'elle compose avec l'incertitude, qu'elle doit faire avec une grande part d'inconnu, comme vous l'avez dit. Donc je suis d'accord avec ce que vous dites, pour autant, il me semble que c'est pas une raison pour ne pas essayer de décrypter en fait cette prolifération de termes, ou de thématiques autour de la défiance. Enfin, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment d'observer la défiance comme on peut observer les rumeurs qui accompagnent une épidémie, en fait. C'est-à-dire de se dire, qu'est-ce que ça nous dit du rapport qu'on a aujourd'hui, que les citoyens ont aujourd'hui au savoir médical et à l'évolution de ce savoir. Super, merci infiniment aussi bien pour la question que pour la réponse. Il y a Aurélia qui voulait poser la question, donc allez-y, c'est le moment. Oui, j'allume la vidéo parce que c'est quand même plus sympathique. Voilà, on est en ligne, mais bon, au moins on a des visages en face de soi. Merci beaucoup. Merci beaucoup votre intervention. Et en fait, moi, ce qui m'a... Enfin, comment dire, j'ai beaucoup aimé votre distinction entre méfiance et défiance. Bon, tout ce que vous avez dit sur Bacon aussi, j'ai beaucoup appris. Je voulais juste revenir au tout début, quand vous critiquiez, enfin, vous preniez vos distances par rapport à Dupuy. Quand il dit c'est seulement des littéraires, voilà, qui sont anti-vax ou anti on ne sait quoi, passe sanitaire, voilà. D'une part, ce qui est assez étrange, c'est que dans cette manière de critiquer une sorte de masse informe comme ça, les littéraires, c'est comme si en fait tout ce qui était de l'ordre aussi non seulement, comme vous disiez, la philosophie des sciences, mais aussi la philosophie politique, c'était complètement nul et non avenu en fait, comme savoir, parce que c'est pas hypothético-déductif, et donc voilà, c'est pas... et il y a une autre chose aussi, il me semble que c'est assez faux ce qu'il dit, parce qu'en réalité, enfin, j'avais lu des articles qui montraient que autant les médecins avaient appelé à se vacciner, s'étaient vaccinés très tôt, autant il y avait beaucoup de professions paramédicales. Quand on regarde en fait sociologiquement dans les antivax, il y a beaucoup en fait, enfin beaucoup.
il y a au moins un peu de pharmaciens, d'infirmières, de psychologues, d'orthophonistes, enfin voilà, des personnes qui pourtant ont une formation qui certes n'est pas strictement médicale, voilà, c'est pas des personnes qui ont un titre de médecin et qui exercent, etc., mais qui quand même ont justement quelques petites connaissances. Et étonnamment, c'est ces quelques petites connaissances qui les font, enfin, en tout cas, c'est ce qui me semble, qui leur permettent de dire bah, justement, on nous cache des choses parce que ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, les vaccins, ça prend plus de temps, etc. Et en fait, ça, c'était pour ma remarque. Et ma question, ça porterait sur deux choses. D'une part, où est-ce que vous situez le souci de la santé mentale dans votre propos? En fait, je pensais à ça quand vous parliez de la vie qui devait être, la vie corporelle strictement physique qui devait être, qui était pensée comme absolument une sorte de socle à sauver. Et une fois qu'on sauve ça, après, on peut s'occuper du reste. Mais en réalité, on a bien vu que c'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Et bon, moi, j'habite en Allemagne là depuis quelques années, et notamment, j'ai vécu la pandémie en Allemagne. Et contrairement à la France, l'Allemagne a fermé les écoles très très longtemps, aussi pas seulement les écoles, mais aussi les kindergarten, voilà, les maternelles, etc. Bon. Et il y a beaucoup, en tout cas de ce que je peux lire, il y a vraiment des séquelles, des suites assez graves pour certains enfants, qui ne sont pas seulement circonstancielles, mais voilà, où il y a des troubles mentaux qui se déclarent alors que ça aurait peut-être pas dû, ça aurait peut-être pas été le cas. Enfin, ça me semble assez problématique. Et ma deuxième question, ce serait plutôt, vous avez parlé un petit peu de critique, mais pas beaucoup d'esprit critique. Où est-ce que vous situeriez aussi peut-être cette notion d'esprit critique, et qu'est-ce qu'on pourrait en faire dans cette, cette constellation en fait de termes pour les spécifier un peu mieux: méfiance, défiance, critique, esprit critique. Ok, ouais, merci beaucoup. Oui, je vous rejoins. Je pense que surtout moi, ce qui m'a vraiment, pour revenir juste à votre remarque, ce qui m'a vraiment frappé outre ce que vous avez dit dans le propos de Dupuy, c'était vraiment la méconnaissance, parce que en fait, si je résume un peu, en lisant, à part lui, il est il serait un peu le seul à avoir une double formation en philosophie et en sciences. Enfin, quand même, il y a quand même toute une tradition de philosophie des sciences, de philosophie de la médecine. Maintenant, il y a des diplômes, il y a des masters. Donc voilà, je trouve que c'est un peu réducteur de présenter les choses comme ça. Et puis effectivement, ça tend à laisser penser que la solution, ça serait uniquement la formation aux sciences. Alors bien sûr, c'est très important. Je ne dis pas le contraire, c'est extrêmement important de réfléchir à la manière dont sont dispensés les cours de sciences de la vie, etc. Dès le primaire. Il y a quelque chose d'essentiel, à mon avis, là, mais ça ne suffit pas, comme vous l'avez dit, à expliquer les raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas se faire vacciner, parce que effectivement, il y a des gens qui sont surdiplômés, qui sont aussi formés scientifiquement et qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Sur la question de la santé mentale, je pense que même sans avoir vécu dans un pays où les écoles ont été fermées, bon, moi j'ai des adolescents, et donc même simplement en les privant pourtant, j'en ai quand même un qui a fini par me dire ah là là, qu'est-ce que je donnerais pour aller au lycée. Donc, donc vous voyez, je crois que ça a eu des effets vraiment, même dans les pays où les écoles n'ont pas été fermées. Pour moi, quand je fais référence à la réflexion sur penser différents types de rapports à la santé, et que je le fais en renvoyant à la tradition diététique, ça intègre ça. Parce que précisément, quand j'ai parlé de régime, j'ai dit régime du corps et de l'esprit, et j'ai parlé des passions. Donc en fait, c'est une manière ancienne de dire ce que vous dites. Parce que quand on lit Bacon ou Descartes, et qu'ils réfléchissent à la santé comme plus haute valeur, plus grand des biens, ça inclut cette question de la tranquillité de l'esprit, de la tranquillité de l'âme. En particulier, c'est quand même des auteurs qui ont beaucoup réfléchi sur ce qu'à l'époque on appelait la mélancolie.
et sur la manière de ne pas sombrer dans une forme pathologique de mélancolie. Donc il y a quand même des centaines de pages qui ont été écrites sur ces questions-là à l'époque moderne, et où vraiment la question de la santé était aussi pensée dans cette dimension psychologique, hein, donc qui était extrêmement importante. Donc quand je parlais de prendre en considération l'homme tout entier, corps et esprit, il y avait ça aussi. Et je pense que d'ailleurs, il n'y a pas que l'effet des fermetures, restrictions sur la santé mentale, il y a aussi des choses plus souterraines, comme par exemple, je ne sais pas si vous avez pu l'observer, mais on observe autour de nous des pathologies qui s'installent, du type des gens qui finissent par avoir peur même de l'air qu'ils respirent en fait, hein. Moi, il m'est arrivé de voir une cliente dans une boulangerie demander à ce qu'on enveloppe son pain parce qu'elle avait peur qu'entre la boulangerie et son domicile, le pain soit contaminé par l'air ambiant. Vous voyez, enfin, Il je y a pense des... que là, il y a des choses vraiment. Moi, il y avait un effet de sidération quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais en réalité, c'est tout l'environnement qui devient hostile pour certaines personnes, ou des personnes qui rentrent dans un avion et qui désinfectent tout d'une manière frénétique, en mettant des tonnes de gel hydroalcoolique partout. Donc clairement, il y a quand même quelque chose autour d'un environnement, d'un environnement finalement de ce à quoi on ne prête pas attention habituellement et qui nous apparaît normalement comme non hostile, qui devient hostile. Et le simple fait de respirer, c'est quand même l'acte fondamental du vivant, devient quelque chose qui pose problème. Je pense que ça, c'est vraiment à interroger. Je vous rejoins complètement. Il y a eu beaucoup de recherches sur l'histoire des rapports entre maladie mentale et environnement. Par exemple, il y a des gens qui ont travaillé sur le crétinisme des Alpes, hein, pour essayer de comprendre s'il y a des causes environnementales au crétinisme des Alpes. Bon, bah, là, on a un beau champ de recherche sur les rapports entre maladie mentale et modification, et maladie, et aussi modification de l'environnement et perception d'un environnement qui devient hostile. Et sur critique, esprit critique, bon, bah, je vais peut-être aller plus vite, mais, euh, oui, enfin, je pense que c'est important de distinguer les deux, c'est-à-dire que d'un côté, il y aurait la défiance qui serait une forme de critique un peu systématique et pas forcément productive. Et puis de l'autre côté, tout le sens de la démarche en philosophie des sciences ou en histoire des sciences médicales, c'est justement de montrer comment ça peut aider à développer une forme d'esprit critique qui en même temps, j'ose pas dire, propose des solutions parce que ça serait très prétentieux, mais peut être utile en tout cas pour réfléchir à la situation qu'on vit avec un petit peu de distance. Voilà. Super. Merci infiniment pour cet échange. Dans la discussion, nous voyons que Marie nous ajoute l'information selon laquelle beaucoup des progressions des pathologies TOC ont été constatées, en particulier chez les adolescents. Donc, les adolescents ça doit être affreux, hein, d'ailleurs, de commencer sa vie semi-adulte, donc c'est sa vie adolescente dans cette ambiance de méfiance à l'égard du monde. Oui, oui, j'en ai deux concernés et je peux vous dire que il faut vraiment retrousser ses manches pour les convaincre que la vie vaut la peine.